Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour, je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je ne suis pas Indiana Jones, mais presque, et je suis également le fondateur de la boutique en ligne tea-masters.com où vous trouvez les thés et les coupes, les accessoires que j'utilise quotidiennement. Et aujourd'hui, nous allons parler de la récolte de ce printemps dans les hautes montagnes de Taïwan. Cette récolte, j'ai encore quelques thés qui devraient encore pouvoir être sélectionnés, mais on arrive déjà à la fin et je voulais vous donner un bilan provisoire de cette saison qui n'a pas été facile du tout. Et je suis assez content que ça ne se remarque pas trop dans la sélection que j'ai faite, mais quand même, je suis là pour vous donner des informations en première main. Et je vais vous dire, on va jouer carte sur table. Cette saison a été très difficile pour les fermiers à Taïwan parce que depuis l'hiver et une grande partie du printemps, il a fait très très sec. On a pratiquement été comme il y a 2 ans dans un mode sécheresse avec des réservoirs assez bas. Alors ça a affecté à la fois le nord à Pinglin, mais également le centre de Taïwan dans les hautes montagnes. Alors les récoltes de printemps, elles ont toujours lieu plus tard en haute montagne qu'en plaine. La raison pour laquelle ça a lieu comme ça, c'est que à tous les 100 mètres d'élévation, la température baisse de 0,6 degrés Celsius. C'est-à-dire pour 1000 mètres d'altitude, ce qu'on considère comme un thé de haute montagne, au-dessus de 1000 mètres, on compte 6 degrés Celsius de moins qu'en plaine. Et c'est pour ça que la saison du printemps, elle commence plus tardivement en haute montagne qu'en plaine, parce que c'est plus tardivement qu'il commence à faire assez chaud pour que les feuilles poussent bien en montagne par rapport à la plaine. C'est pour ça qu'on récolte d'abord en plaine au printemps et plus tard en haute montagne, et en hiver c'est le contraire. On fait d'abord les récoltes de haute montagne d'hiver en haute montagne et plus tard en plaine. À cause de ces 6 degrés de différence pour 1000 mètres, 12 degrés pour 2000 mètres. Alors, donc on a eu vraiment un épisode de sécheresse très très important, mais couplé avec un épisode un peu bizarre d'une chaleur très forte fin mars, début avril, au moment des récoltes de Jinchuan. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de récolte de Jinchuan. Il a fait tellement chaud à ce moment-là que il n'y a pas eu assez d'eau pour faire pousser les feuilles, et les rares feuilles qui ont réussi à pousser, elles étaient très rapidement oxydées. Il a fait tellement chaud que ces feuilles-là, ça correspondait beaucoup plus à une récolte d'été, et donc on les a transformées en thé rouge pour les rares feuilles de Jinchuan qu'on a pu récolter, parce qu'il ne faisait pas assez froid pour en tirer des arômes de fraîcheur. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas encore de Jinchuan dans ma sélection jusqu'à aujourd'hui pour 2023. J'espère que la deuxième récolte qui a lieu également ces jours-ci de Jinchuan sera meilleure. Si c'est le cas, je vous en sélectionnerai et vous le trouverez dans la boutique. Par contre, un peu plus tard, bizarrement, pour les Qingxing, pour la récolte de Qingxing qui a lieu un petit peu plus tard, parce que c'est une feuille qui pousse un peu plus doucement que la feuille de Jinchuan. Elle a moins de superficie aussi, elle est plus petite, donc elle a besoin de moins d'eau. C'est aussi pour ça que elle a été un peu plus résistante cette année. Elle a eu, en ayant besoin de moins d'eau pour pousser, elle a pu pousser plus facilement que le Jinchuan. Et ces récoltes-là, elles ont quand même été repoussées d'une semaine ou deux. Cette année, ça se voit avec le premier thé que j'ai, c'est un thé de Jiangshuru, Oolong de Jiangshuru à Alishan, qui a été récolté le 26 avril seulement. Ensuite, j'ai 2 Oolong de Juefeng Meishan Alishan le 1er mai, et un autre de Shezhou récolté également le 1er mai. Et mon Oolong de Shaninshi, d'habitude il est récolté le 2,
3 mai. Cette année, la première récolte fut le 10 mai et la deuxième le 16 mai. Donc on voit vraiment que les récoltes de cette année sont plus tard que d'habitude à cause de la sécheresse et également d'un froid qui, donc après l'épisode chaud début avril, il a de nouveau fait froid et donc ça a repoussé la récolte des houblons Ching à plus tard. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cet été-là, n'ayant pas assez d'eau de pluie, on a souvent, quand il était possible, eu recours à l'irrigation. Et avec l'irrigation, ce qui se passe, c'est que d'habitude, ça se fait avec des machines qui vous envoient l'eau automatiquement, mécaniquement, sur certaines parties du jardin, de la plantation. Mais comme c'est de manière mécanique, ce n'est pas naturel comme la pluie, ça a tendance un peu à toujours tomber au même endroit. Et donc il y a certains endroits dans la plantation qui ont reçu plus d'eau que d'autres. Et donc là, c'est là que les feuilles se sont le mieux développées. Et donc parfois dans la même plantation, on trouve des situations un peu ubuesques où tiens, ici les feuilles sont bien développées, elles sont bien grandes, mais quelques mètres plus loin, elles sont toutes petites. Et donc ça a donné beaucoup de fil à retordre aux cueilleurs, cueilleuses et également aux fabricants pour organiser les récoltes et pour bien faire une bonne transformation des feuilles parce qu'il y avait des tailles de feuilles assez inégales cette année et également influencé par la sécheresse. Alors au niveau du temps qu'il a fait, donc on a eu assez de chance, il n'a pas fait trop chaud lors des récoltes, il a fait un temps assez normal je dirais, c'est-à-dire beau le matin et très rapidement l'après-midi, nuageux ou brouillard, donc assez humide. Et l'humidité peut vraiment changer assez du tout au tout. Donc il a toujours fallu bien récolter assez tôt le matin pour arriver à avoir les feuilles les plus secs possibles. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est que cet hiver, en cours, on a fait des expériences avec des houblons de Dowling de différentes années. Et on a remarqué que les meilleurs crus, les meilleurs millésimes de Dowling sont ceux où l'hygrométrie était assez importante. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. On se dit que, je dis toujours, il faut qu'il fasse sec lors de la récolte. Mais là, cette année, on voit aussi que trop de sécheresse, c'est un stress tellement intense pour les plantations qu'elles n'arrivent pas à produire de feuilles. Donc là, c'est pas bon non plus. Ou bien elles produisent des... Et quand il fait trop chaud aussi, elles produisent des feuilles dans des conditions tellement chaudes qu'on n'arrive pas à extraire la fraîcheur de ces feuilles parce qu'il fait l'air est trop chaud et les feuilles sont trop sèches aussi. Donc on n'a pas cette fraîcheur qu'on recherche dans les houblons de haute montagne. Donc en fait, on a besoin de cette fraîcheur, et cette fraîcheur, elle vient souvent avec la pluie. Le fait qu'il pleuve, ça permet de faire baisser les températures en haute montagne. Quand on s'asperge d'eau, c'est là qu'on se sent aussi plus frais rapidement. Et donc, il ne faut pas qu'il pleuve beaucoup le jour de la récolte, mais s'il pleut pas mal les jours précédents, les semaines précédentes, en fait, c'est un avantage pour faire baisser la température de la plantation pour vraiment qu'il y ait ces odeurs très légères et beaucoup de fraîcheur dans la plantation. Et également, beaucoup de pluie, ça permet de faire grandir et de faire pousser les feuilles suffisamment pour qu'il y ait de la quantité aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait remarqué en faisant des comparaisons entre différents millésimes de Dowling, que c'est pas forcément dans les années les plus sèches qu'on a les meilleurs résultats. En fait,
toute proportion gardée. Après, il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse. Quand là, c'était le cas à l'automne dernier, il avait vraiment trop plu. Mais les années un peu plus humides, en fait, peuvent donner des meilleurs résultats. Alors, on va quand même voir ce qu'on arrive à avoir cette année. Alors, dans mon cours d'allemand, en allemand, je viens de faire le shoujo. Et pour varier les plaisirs, j'ai envie de goûter le Shanlinchi avec vous. Comme ça me permettra de le comparer également et de vous dire comment il compare. Déjà, les feuilles sont plus petites. Là, ça va, j'ai pas beaucoup de feuilles trop sèches. Les odeurs sont bien fraîches, bien légères. Alors, pour le Indiana Jones du thé, on n'a pas besoin d'un fouet, mais on a surtout besoin d'un gaiwan en porcelaine pour bien mater les thés que nous rencontrons pour la première fois. Pour un peu verser avec plus de force aussi. Pour les pousser, pour ouvrir les feuilles. Alors je vais voir, je rallume ici. Très bien. On peut également boire un peu de thé. Un peu d'eau avant de boire le thé. Pour être certain d'avoir une bonne eau. Parce que sans bonne eau, il n'y a pas de bon thé. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et comme ça. Surtout s'il commence à faire chaud. Mais on laisse le temps que ça s'ouvre. Il vaut mieux enlever les feuilles jaunes lors de l'infusion. En fait, non, pas besoin. Vous pouvez essayer. Moi, j'ai fait même une infusion avec rien que des feuilles jaunes. Et elle était même bonne, intéressante. Ça faisait presque penser à un dongpian. Beaucoup d'odeurs assez puissantes. Une couleur très jaune, et un goût pas tellement pas amer du tout, donc on peut tout à fait les laisser. Ça n'a pas de mauvaise influence sur le thé, sauf que ça donne presque plutôt un goût de dongpian, quoi. Ok. L'infusion est un petit peu plus oxydée, je dirais, que le Shuzo. Peut-être meilleure clarté. Donc les feuilles plus petites sont un peu plus concentrées également. Une bonne douceur. Il y a un peu moins ce côté minéral. Donc le Shuzo, ça veut dire rocher table, Alishan Shuzo. Et donc sa caractéristique vraiment, c'est son côté minéral. C'est pour ça que c'est dans le nom, en fait. Shanlinchi est beaucoup plus fleuri, et beaucoup plus fragrant, un peu plus élégant. Et le fait que ce soit beaucoup de feuilles qui ont été cueillies à un stade très précoce, ça apporte encore plus de finesse. Et des choses très concentrées. Et une certaine puissance, du coup, qui me fait penser un petit peu à du Daoling, avec un peu la finesse en moins, mais quand même plus de finesse par rapport au Daoling, et donc au résultat, au final, un très bon thé qui peut se boire assez facilement, qui pourrait presque remplacer un Daoling, et son prix vraiment très abordable cette année. Je l'ai fait à 10 $ les 25 grammes ou bien 50 $ les 150.
une petite baisse de prix. Et super, très très doux. Très très bon. Voilà. Alors, autre question, tu abordes la préparation différemment avec la sécheresse? Donc non, l'idée c'est de, quand on prépare, surtout pour tester, on va préparer comme d'habitude, justement pour voir le thé avec tous ses défauts et de ses qualités, mais surtout ses défauts, c'est pour ça qu'on le pousse et qu'on prend de l'eau vraiment à ébullition et bien préchauffé dans le gaiwan et ouvert. On attend un certain temps pour que les feuilles vraiment se soient bien ouvertes. Et c'est là qu'on peut vraiment goûter tout d'un coup. Et vraiment, au final, c'est là qu'on est agréablement surpris de voir que l'effet se tient quand même assez réduit au minimum. Le fait, je crois que les volumes soient aussi plus bas cette année que par rapport à d'habitude, ça fait que ces équipes qui travaillent à la transformation du thé, elles ont eu plus de temps pour faire de la qualité. Quand il y a beaucoup plus de feuilles à transformer, ça les fatigue plus. Et quand ils ont moins de volume à traiter, ils peuvent un peu plus peaufiner la chose, faire un peu plus attention aux détails. Et donc, je trouve que ça se ressent, en tout cas chez ces producteurs-là, chez celui-ci pour le Shaninchi ou bien le Shuzo, qu'ils ont réussi à obtenir un niveau de qualité très bon par rapport aux difficultés auxquelles ils faisaient face. Alors, il faudra encore le comparer avec celui des années précédentes pour avoir le cœur net, mais en tout cas par rapport au Shuzo, je suis assez content. Il a donc un côté plus doux, plus rond, moins minéral, mais tout aussi peut-être un peu plus fleuri et presque aussi concentré qu'un Daoling, avec un peu moins de finesse, mais forcément un peu moins de fraîcheur, vu qu'on est quand même à une altitude plus basse. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'aller les chercher moi-même. Je vous montre les feuilles, elles sont assez vertes, pas trop de traces d'oxydation sur celle-ci. Et je rajouterai bientôt un Fushoshan, un houlon de Fushoshan récolté le 17 mai. Il devrait arriver bien aujourd'hui, bien demain. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour ce premier bilan provisoire des houlons de printemps 2023. Et pour la semaine prochaine, nous allons commencer une série de cours sur les coupes de thé. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui fait la qualité d'une coupe. Et on va voir notamment son matériau, son émail, sa cuisson, sa forme. On va voir plusieurs thèmes et également son historique pour bien comprendre la beauté, l'importance et sa connexion avec le goût d'une coupe de thé. Donc on va faire une série de cours à partir de la semaine prochaine jusqu'aux vacances d'été. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt et on se retrouve alors la semaine prochaine pour cette série de cours sur les coupes. Allez, ciao ciao!